Merci, professeur. Alors, nous ouvrons la discussion. Si quelqu'un veut faire une intervention, c'est un très important sujet qui est cité aussi dans le pape, les textes du pape, le principe de subsidiarité. Ça, c'est très important. L'application de ces principes, c'est compliqué. Personne ne veut faire une intervention ici. Alors, je veux faire une intervention. Il y a quelques rapports avec les principes ces principes de subsidiarité et la théorie de Ricoeur, Paul Ricoeur, un grand philosophe français, probablement le connaît, sur la mutuelle reconnaissance. Parce que pour moi, ça c'est très important aussi à l'ordre international, c'est-à-dire la reconnaissance de chaque facteur, des biens. Vous avez réfléchi à ça? Vous pouvez dire quelque chose? Oui, bien sûr. Oui, merci. C'est bon là? Là, c'est ouais. Oui, c'est bon là? Oui. Oui, effectivement, ça marche là? Oui, ça marche. Oui. La mutuelle reconnaissance est absolument essentielle puisqu'on ne peut pas être un être libre si on n'accepte pas la liberté des autres. Donc on ne peut pas accepter soi-même de vouloir que les autres soient tolérants vis-à-vis de soi si on n'est pas tolérant vis-à-vis des autres. Et donc c'est là où il importe effectivement, comme vous l'avez très bien dit, cher Chancelier, de lier à la fois le principe de subsidiarité avec le principe de mutuelle reconnaissance. Alors cela s'exerce, tel que je viens de l'évoquer, dans le cadre des relations internationales, mais ceci doit aussi s'exercer à l'intérieur des pays. C'est-à-dire que les pouvoirs supérieurs doivent reconnaître l'existence des pouvoirs inférieurs et reconnaître que les pouvoirs inférieurs sont parfois mieux placés pour résoudre les problèmes et donc laisser les pouvoirs inférieurs résoudre les problèmes qui peuvent être résolus à leur échelle avant de vouloir absolument tout traiter. Donc cela veut dire à la fois une reconnaissance par le pouvoir supérieur des pouvoirs inférieurs et par les pouvoirs inférieurs du pouvoir supérieur. Et donc cette double reconnaissance est absolument indispensable, je dirais, à la fois au bon fonctionnement démocratique et au bon fonctionnement de la société. Il y a... une comparaison que l'on peut faire avec le gouvernement de l'Église. Je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait un séminaire justement sur la subsidiarité dans l'Église catholique. Car dans les autres églises, les choses se passent très différemment. Nous avons une église, je ne dis pas centralisée, mais qui a un principe d'unité centrale qui est la papauté. Alors, la réponse est double. D'un point de vue ecclésiologique, nous parlons surtout depuis le pape François de synodalité. La synodalité veut dire que chaque personne, chaque groupement de fidèles, paroisse, diocèse, etc., doit pouvoir pleinement déployer la mission de l'Église là où elle est. En même temps, il y a le principe de l'unité. Alors, ce qui a fait problème jusqu'à assez récemment, c'est la compréhension d'un mot. C'est le mot immédiat, immédiatus. Le pouvoir primatial du pape a été défini par Vatican I par 4 adjectifs, dont celui de pouvoir immédiat. Cela veut dire que le pouvoir primatial peut intervenir dans chaque église locale pour régler ce qui doit l'être. Alors c'est une garantie.
je peux vous rassurer que ce n'est pas le régime quotidien. Je suis à la tête d'un diocèse, d'une province ecclésiastique, et tout se passe très bien. Mais le pouvoir immédiat signifie que s'il y avait un désordre majeur, le pape a le pouvoir d'intervenir et de régler. Et c'est une façon de combiner subsidiarité et unité. Et je crois que ça peut être aussi un modèle pour la société. Quand un État est subsidiaire, fédéral, il y a des domaines où le pouvoir fédéral peut intervenir, corriger. Et donc, je pense que ces deux questions de synodalité et de primauté doivent être, sont toujours traitées ensemble au niveau de la conception de l'Église, mais je pense que les conceptions de subsidiarité et d'unité de la nation, de l'État, doivent aussi être conjuguées ensemble. Très, très intéressant. Et Paolo. Thank you, and thank you, Professor Dumont, for a very interesting discussion of subsidiarity. So one comment that has a question and a separate question as well. It strikes me that in its relationship between a unified whole and the more particular local community, that conceptually subsidiarity works in, by definition, a way that is substantially opposed to the idea of sovereignty. That sovereignty requires us to conceive of an allocation of authority and is always envisioning implicitly a certain competition between the local community and the larger one. Whereas subsidiarity leads to a model of cooperation, right, of a permanent relationship. And the comment about recognizing the other that Monsignor Sanchez-Sorondo made, I think, reinforces that. So the question is this: how do we conceive of, since we've talked so much about sovereignty here and the challenges of sovereignty, how do we conceive of sovereignty in the world after or taking into account everything that you've said about subsidiarity, given how different it is in that? The second question is this: the traditional vision of subsidiarity, as your paper so clearly lays out, was envisaged in a model or a conception of society as quite hierarchical. One that has, one might think of it as almost concentric circles of authority. Even the very terminology, greater, lesser, implies that. But that's not what the world looks like empirically today, right? It's radically multipolar. We exist in communities that are not embedded one within another in a concentric way, but rather multiple communities that might overlap partially or not. So again, how do we reconceive of or adapt or evolve our understanding of subsidiarity in a way that makes it more relevant to a radically pluralistic world in terms of authority rather than a hierarchical and concentric one? I'm sorry, my French was good enough to understand, but not well enough to good enough to explain that question. Merci de ces deux questions. Sur le premier point, vous rappelez que le concept de souveraineté est un concept qui s'applique à deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a la souveraineté interne et la souveraineté externe. La souveraineté externe, elle ne pose pas, je dirais, de questions particulières, puisqu'il s'agit en fait, pour un État, d'assurer la sécurité, je simplifie bien sûr, d'assurer la sécurité de sa population.
Donc cette question de souveraineté externe ne me paraît pas contrevenir au principe de subsidiarité. Par contre, on peut être amené, effectivement, un État peut être amené à prendre en compte le principe de subsidiarité pour assurer sa souveraineté externe, c'est-à-dire, en fait, à s'associer avec d'autres États pour qu'il en soit ainsi. Surtout lorsque vous êtes un petit État, vous savez bien que vous n'êtes pas capable vous-même d'assurer la liberté de vos citoyens, et donc vous allez essayer, par exemple, éventuellement, de vous associer avec un grand État ou avec plusieurs grands États susceptibles d'assurer la liberté de vos citoyens. Bon, pour prendre un seul exemple de petit État pour illustrer ce que je viens de dire, donc pendant des siècles, comment la principauté d'Andorre est parvenue à maintenir la liberté de ses citoyens? Eh bien parce qu'elle s'est adossée du côté espagnol et du côté français, et donc elle a joué sur cet équilibre qui lui a permis d'être mangée ni par l'un ni par l'autre, si je puis dire. Donc les exemples sont nombreux en la matière. La question donc de la souveraineté interne, n'est pas du tout contradictoire avec le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que la souveraineté interne distingue bien ce qui va relever de l'État dont la priorité est d'assurer la concorde sociale sur son territoire. Autrement dit, le premier rôle d'un État, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre civile sur son territoire. Ça n'empêche pas, bien sûr, l'application du principe de subsidiarité, c'est-à-dire que l'État prenne en charge cette priorité pour lui de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit civil sur son territoire et assure donc la concorde sociale, mais laisse faire tous les échelons inférieurs, que ce soit la famille, la commune, les associations, régler tous les problèmes qui peuvent être réglés à cet échelon inférieur. Donc, à mon sens, il n'y a pas de contradiction entre la souveraineté et la subsidiarité. Du moins, j'ai essayé d'éclairer ce questionnement. La seconde question, c'était dans le monde pluraliste d'aujourd'hui, on ne peut plus parler de subsidiarité de la même façon dans la société hiérarchisée. Voilà. Oui, le changement, sur votre seconde question, je dirais que le changement fondamental qui est intervenu, et vous avez raison de le citer, c'est que nous sommes dans un monde de plus en plus réticulaire. Et donc, nous sommes dans un monde qui a de plus en plus de logique de réseau. Et ces logiques de réseau, évidemment, vont à l'encontre du principe hiérarchique tel qu'il se pratiquait, je dirais, dans le passé pour simplifier. Il n'empêche qu'en dépit de ces logiques de réseau, il y a bien toujours des autorités supérieures qui sont susceptibles d'exercer des pouvoirs. Et la meilleure preuve, c'est que la Chine contrôle Internet. Donc la Chine, effectivement, empêche la logique de réseau de se développer comme elle se développerait si la Chine ne contrôlait pas Internet. Mais ces logiques de réseau viennent modifier, à mon sens, ces logiques de réseau ne modifient pas l'existence de hiérarchie, elles imposent de modifier la façon dont les échelons, et notamment les échelons supérieurs, gouvernent. Donc ce sont les modes de gouvernance qui doivent être modifiés. On ne gouverne pas de la même façon une société, une commune, une ville, une association, dans le monde réticulaire que nous avons aujourd'hui, que la façon dont on pouvait le gouverner quand nous n'étions pas dans des logiques réticulaires et uniquement dans des logiques de réseau. Donc c'est simplement l'adaptation du mode de gouvernance à des sociétés dont à la fois les outils technologiques ont changé, mais aussi les façons de vivre qui se sont profondément modifiées dans le cadre de ces logiques de réseau.
I have always wondered if subsidiarity works just on its own, or it works on condition that other factors are present. For instance, if you go to a number of African countries, they have 3 tiers of governance, and yet often the top pollutes the bottom or manipulates the bottom. So constitutionally, there is separation of powers, there are differences in spheres of authority, but in practice, they are all manipulated by the top. So is subsidiarity a condition that acts independently or functions or facilitates certain things provided the political culture adopts a specific orientation? Oui, chers collègues, malheureusement, il est vrai, je l'ai dit dans ma conférence, que nombre d'États ont une logique centralisée, que cette logique centralisée profite à ceux qui dirigent l'État parce qu'elle leur permet notamment des pratiques de corruption beaucoup plus faciles que si l'État était décentralisé. Et le résultat, quand même, nous le connaissons, c'est-à-dire que les pays qui ont des gouvernances à la fois centralisées et corrompues, et vous parliez d'un certain nombre de pays d'Afrique, ne satisfont pas leurs citoyens. Et ça, c'est extrêmement facile de savoir si des citoyens sont satisfaits ou non, puisque lorsque des citoyens ne sont pas satisfaits, ils votent avec leurs pieds. Donc, quand vous avez effectivement 3 millions de Vénézuéliens qui quittent le Venezuela, ça veut dire qu'ils votent contre le gouvernement en place. Quand vous avez à peu près 3 millions de Zimbabwéens qui ont quitté le Zimbabwe ces dernières décennies, c'est qu'ils ont voté contre le gouvernement en place. Donc, le critère de compréhension du phénomène d'acceptation des citoyens par rapport au mode de gouvernance que connaît leur pays, il est assez facile à mettre en évidence et il est clair que le développement appelle le principe de subsidiarité parce que le développement, si vous voulez, le développement dans tous les pays, que ce soit des pays du Sud ou des pays du Nord, il passe toujours par 2 éléments. Bon, le premier élément, par 2 jambes, si vous voulez. Le développement a besoin de 2 jambes. L'une des jambes, ce sont de bonnes politiques macroéconomiques, et ça suppose effectivement d'avoir des gouvernements compétents en la matière. Et l'autre jambe, bien, c'est le développement territorial. Et le développement territorial, il ne peut pas être imposé d'en haut. Il suppose le principe de subsidiarité, c'est-à-dire de fixer des règles, des conditions et des réglementations pour que les citoyens se développent sur place par leurs propres initiatives et par leur propre capacité d'entrepreneuriat. Or, c'est vrai, vous l'avez dit, chers collègues, dans un certain nombre de pays, il y a des réglementations qui étouffent les initiatives locales au lieu de donner un cadre susceptible de les encourager. Ah oui, pardon. Alors, les autres questions sont pour la general discussion. Let's go to take a coffee, please.